Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Café Santé avec Aesio Santé. Au Gazette Café, nous allons débattre parce que nous sommes dans le mois de mars bleu, qui est consacré au cancer colorectal et qui vise à rappeler à quel point le dépistage peut sauver la vie. Alors mars bleu, ce mois, pourquoi un mois du cancer colorectal, un cancer qui touche chaque année plus de 43 000 personnes, soit à peu près 120 cas diagnostiqués par jour, c'est énorme. Pourquoi sensibiliser tout le monde? C'est un peu à quoi s'emploie justement le plateau qui est là avec gastro-entérologues, chirurgiens, radiologues, des chirurgiens en robotique également, et puis bien sûr un témoignage de patients et un témoignage autour d'une association qui œuvre pour le dépistage. Alors les spécialistes qui sont là sont ceux du plateau d'Aesio Santé. Alors je vais nommer le docteur Gaspard Dufour qui est gastro-entérologue, ainsi que Roman Combe, gastro-entérologue également, Julie Collot, radiologue, et puis comme chirurgien, Roman Combe et Éric Jacquet et Pierre Puche. Nous avons également avec nous Cyril Sarost, qui est représentant du réseau Mon Cancer Colorectal. Alors, nous allons voir pourquoi nous sommes où nous en sommes en France et dans le département, bien sûr, où est-ce qu'on en est du dépistage, l'intérêt de ce dépistage, à partir de quand, et puis ce qu'il évite comme pathologie ou gravité de pathologie. Donc, tout d'abord, pour commencer ce plateau santé, j'aimerais que vous nous disiez quelle est la fréquence des cancers colorectaux, leur étiologie, un peu l'état des lieux. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je suis le docteur Gaspard Dufour, gastro-entérologue à la clinique Beau Soleil. Comme vous l'avez dit, donc l'incidence du cancer du côlon, le cancer du côlon touche 43 000 personnes par an. Et outre ce nombre assez important, il y a quand même 17 000 décès par an, ce qui en fait le troisième cancer en incidence et le deuxième cancer en mortalité. Ça correspond à 20% des cancers diagnostiqués en France. Outre le dépistage, je pense que ce qu'il est très important de dire, c'est en priorité, ne pas négliger les symptômes parce que si vous avez des symptômes, donc du sang dans les selles, une perte d'énergie, une perte de poids inexpliquée, des troubles du transit qui sont inexpliqués également, dans ce cas-là, on ne rentre pas du tout dans le cadre du dépistage et il faut faire une coloscopie d'emblée. Donc là, c'est pour cause, je dirais. On a un symptôme, on a un transit qui est modifié, il faut aller consulter et voir ce qui se passe. Exactement, il ne faut pas négliger, il faut les consulter dans un premier temps son médecin traitant et si le médecin traitant le juge utile, il vous adresse au gastro-entérologue qui verra si une coloscopie est indiquée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Nous reviendrons là-dessus. Il faut savoir, alors, sans symptômes, c'est une tranche d'âge qui est concernée par le dépistage. Sans symptômes, exactement. C'est une tranche d'âge de 50 à 74 ans. Qui est donc éligible au dépistage organisé. Après 74 ans, c'est foutu? Non, après 74 ans, c'est pas foutu. On n'a pas. Alors, c'est 74 ans révolus, donc 75 ans. D'accord. Et après, donc, il n'est pas exclu que vous puissiez discuter avec votre gastro-entérologue, votre médecin traitant, qui peut juger bon quand même de vous proposer une coloscopie, justement si vous avez des symptômes, si vous avez d'autres facteurs de risque. On va voir quels sont les facteurs de risque. Mais il n'y a pas d'intérêt à faire un test de dépistage, un fit test. Parce qu'il ne sera pas, analysé. Alors, pour motiver nos auditeurs, détecté assez tôt, on peut être guéri dans 9 cas sur 10 ? 9 cas sur 10, exactement. Alors, détecter assez tôt, ça veut dire détecter avant qu'il y ait apparition de symptômes. Bien sûr, dans le dépistage. Dans le dépistage. À partir du moment où il y a des symptômes, c'est rare que ce soit des lésions précancéreuses ou des lésions qu'on appelle superficielles, qui peut être réséquées de façon curative, c'est-à-dire sans traitement complémentaire nécessaire derrière. D'où l'intérêt donc de ce dépistage. Alors, comme vous l'avez dit, donc, c'est indiqué pour des patients de 50 à 74 ans, bien sûr les hommes et les femmes. Et il y a certains patients qui n'ont pas besoin de faire ce dépistage organisé si par exemple ils ont des maladies
des prédispositions génétiques ou des maladies inflammatoires, par exemple, qui sont un sur-risque de cancer, ou bien si dans la famille, au premier degré, donc les parents, les frères et sœurs, s'il y a des antécédents de cancer du côlon, de cancer du rectum ou de lésions précancéreuses du côlon, ils ont d'emblée une indication à faire une coloscopie également. Ce sont des gens qui sont suivis particulièrement de toutes les façons, quand ils sont comme ça dans des facteurs de risque familiaux ou d'antécédents médicaux. Alors, il faut de toute façon faire une première coloscopie de dépistage et le résultat de la coloscopie nous dira si derrière il faut faire un suivi coloscopique ou pas. Oui. Ça n'implique pas forcément un suivi coloscopique si la première coloscopie est strictement normale. Bien sûr. Alors, ça fait toujours un peu peur d'aller se faire dépister, bien sûr. Je crois que c'est un frein qui est important. Et d'où c'est important de dire quel est l'intérêt de ce dépistage. Bien sûr, l'intérêt du dépistage est donc de détecter des lésions précancéreuses qui peuvent être traitées soit par endoscopie, soit par chirurgie, comme je l'ai dit, sans nécessité de traitement complémentaire derrière. Parce que bien sûr, à partir du moment où la lésion est évoluée, en profondeur ou à distance, ça implique donc des traitements complémentaires, donc une chirurgie plus ou moins lourde, des traitements de chimiothérapie. Bien sûr. Donc on va voir ça avec vos collègues chirurgiens tout à l'heure. Mais l'intérêt, donc, c'est vraiment participer à ces dépistages quand on est dans la tranche d'âge ou se faire suivre régulièrement auprès de son gastro-entérologue quand on est dans un facteur de risque, soit familial, soit d'antécédents médicaux. Exactement. Et ce qui fait peur souvent, c'est la coloscopie, mais le test en lui-même, il faut savoir que c'est un test qui est simple. Je voulais vous demander comment ça se passe. Ça se passe donc tout d'abord, on va dire que c'est un test très simple, je vais venir dans les détails un petit peu après, c'est rapide. C'est gratuit, un autotest. Surtout, c'est un autotest, c'est un test qui est gratuit, donc de 50 à 74 ans, qu'on peut récupérer de différentes manières, soit sur Internet, si on est allergique aux médecins, vous retrouvez facilement en tapant sur les moteurs de recherche kit cancer colorectal. Sur le site de Mars Bleu, il y a un lien d'ailleurs sur lequel on peut commander son test et le recevoir à la maison. On peut récupérer aussi un test dans les pharmacies agréées, simplement muni de la carte vitale, et bien sûr chez son médecin traitant, son gastro-entérologue et même sa gynécologue. Donc les pharmacies sont rentrées dans ce circuit de médecine, de questions de santé, certaines pharmacies. Dans la prévention, exactement. Donc on peut tester auprès de son pharmacien pour voir si on peut récupérer son test. Muni de sa carte vitale. Le kit de dépistage. Donc c'est un prélèvement qui se fait. C'est un autotest, donc un autoprélèvement qui n'est pas très compliqué puisqu'il s'agit de prélever des matières. En fait, on va aux toilettes quand on veut dans la journée. Classiquement. Alors, ce qui est recommandé, c'est quand même de ne pas faire le test la veille d'un week-end ou la veille d'un jour férié. C'est très important de le savoir parce que si on fait ça, on est obligé de le refaire. Oui, parce qu'il faut l'envoyer tout de suite. Il faut l'envoyer assez rapidement. Mais il suffit de faire d'aller aux toilettes, de faire un prélèvement. On met simplement un petit plastique sur les WC. On fait ce qu'on a à faire. Et avec un petit écouvillon, on va aller frotter les selles un petit peu partout. Mettre ce petit écouvillon dans un petit pot et dans le kit tout est rempli, enfin tout est facile puisqu'il y a une enveloppe qui est pré-remplie, normalement un petit questionnaire, un questionnaire à remplir avec ses coordonnées et on envoie tout ça par la poste. On peut avoir les résultats sous 3 jours. Donc c'est vraiment 5 minutes à passer pour avoir un résultat quand même qui est extrêmement important pour le maintien de son capital santé. Exactement, extrêmement important. Il faut quand même savoir que c'est pas parce qu'on fait un test de dépistage qu'on va avoir une coloscopie derrière. Seuls 96% des tests sont négatifs. Donc dans ce cas-là, il faudra simplement refaire un test 2 ans plus tard. Et c'est effectivement quand le test est positif, pour les 4% des tests qui seront positifs, où là, il faudra aller voir son gastro-entérologue pour faire la coloscopie. D'accord. Donc c'est important, le message est effectivement très clair. C'est important. Pendant Mars Bleu, il y a énormément d'événements, de rappels, de communication sur le sujet, justement pour faciliter les choses. Alors, est-ce qu'il y a une équivalence homme-femme dans le facteur de risque? Non, c'est à peu près pareil. C'est pareil. On est à la même enseigne. Dommage. Bon. Et donc, est-ce que, justement, ce test qui doit se faire, vous disiez tous les 2 ans à peu près, on le fait une fois, on est rassuré, on le fait si jamais il y a un petit signe, un doute, quelque chose, on est convoqué par un médecin, on va consulter un médecin. Comment ça se passe là? Si le test est positif, vous voulez dire?
Oui, si le test est positif, de toute façon, je pense qu'à partir du moment où on fait le test, c'est que ça nous intéresse quand même un petit peu. Mais tout le monde est intéressé par sa santé. Eh bien, malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que ce test n'est pratiqué que par 35% des personnes éligibles. Voilà. Donc, c'est très peu. C'est très peu. L'objectif... Un tiers des patients. L'objectif est de 65%, sachant que dans l'Hérault, on est à 29%. Donc, très mauvais élèves. Mauvais élèves. On doit être plus compliant dans le Nord, non ? Oui, dans le Nord, dans l'Ouest, on est un peu plus compliant, mais effectivement, dans le Sud, on n'est pas des très bons élèves. Bon. Sachant que ce qui est important quand même, c'est que quand on est à un taux de participation à 35%, on évite 2600 cancers par an. Si on était à un taux de 65% de participation, on serait à 6600 cancers évités. Donc, Grosmont-Combe, est-ce que vous pouvez nous dire, vous comme gastro-entérologue, vous avez quelque chose à rajouter à ce qui a été dit ? Oui, une précision à rajouter, voilà, parce que c'est important que les auditeurs imaginent le circuit qui va se faire et le dédramatisent aussi. Exactement, il faut dédramatiser, pour ça il faut en parler. Oui. Donc c'est pour ça que c'est super aussi d'avoir les associations de patients avec nous pour expliquer l'importance de tout ce dépistage. C'est pas très compliqué, tout le monde sait faire caca. Si vous savez faire caca, vous savez faire un test. C'est indolore, c'est gratuit, c'est tout préparé, c'est tout préparé. N'importe qui peut le faire. Il suffit d'attendre, mais on y arrive à un moment, on y arrive toujours. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et alors, si on a des symptômes parce que c'est ça qui fait peur aux gens, la coloscopie est un examen qui fait un petit peu peur. Les gens n'ont pas envie. Les gens ont peur de ça. Ouais. C'est quand même le seul moment dans votre vie où montrer vos fesses peut vous les sauver. Donc, en soi, une coloscopie, on dort. On dort, c'est indolore, il y a une bonne ambiance au bloc, les gens sont sympas, il y a de la musique. Pas de douleur, c'est rapide. Voilà, le côté désagréable, c'est un peu la pudeur, mais tout est fait au bloc pour que tout soit fait dans une parfaite intimité. Et pour tout ce qui est déroulement de l'examen, on vous pose une perfusion et puis après c'est fini, vous sentez plus rien, vous n'avez pas le temps de compter jusqu'à 3, vous dormez, vous avez les anesthésistes et les infirmières anesthésistes qui s'occupent de vous et vous vous réveillez après, c'est fini. La préparation, c'est la partie du boulot du patient, c'est-à-dire que pour que nous on puisse bien y voir, il faut voir qu'une coloscopie, on va regarder avec un tuyau, avec une caméra et un canal où on peut passer des instruments pour faire des prélèvements ou enlever des polypes. Voilà. Pour ça, il faut que le côlon soit très propre, parce que ça ne nous intéresse pas de voir des selles. Ça, c'est pour la partie test, les selles. Une fois qu'on fait la coloscopie, il faut que ce soit bien propre. Et pour ça, il y a une préparation à faire. Donc, pendant quelques jours avant, on supprime tout ce qui est fibres, fruits, légumes, tout ce qui contient des fibres. Alors, c'est assez facile. Hein. On mange des pâtés, du jambon, du poulet. C'est assez basique, mais... tout le monde y arrive. Et la veille, il y a une préparation à prendre qui sont des produits laxatifs qui vont nettoyer complètement les intestins pour que le jour de l'examen, le gastro-entérologue qui pratique l'examen puisse voir du mieux possible tout le revêtement et détecter les polypes. Bien sûr, c'est du bon sens. Et donc, c'est inodore, on le répète, et c'est indolore, surtout. J'aime bien, j'ai fait un lapsus intéressant. Parfois, et donc, alors, pourquoi faire appel quelquefois à une radiologue ? Je voudrais justement que Julie Collot nous dise dans quel cadre elle intervient. Alors, moi, j'interviens la plupart du temps plutôt en deuxième partie, malheureusement, quand on a trouvé une anomalie, pour en faire le bilan, parce que, quand on a un cancer, on regarde malheureusement s'il est allé faire des petits ailleurs. Donc, moi, mon rôle, c'est d'aller regarder si il a fait des petits ailleurs. Parfois, notamment sur le rectum, on fait un bilan plus précis qui va guider les chirurgiens et les oncologues pour justement traiter, voir s'il y a effectivement besoin de traitements complémentaires ou non. Oui. Et après, on peut intervenir sur le dépistage, mais de manière vraiment, on s'adresse aux gens que eux ne peuvent pas prendre en charge, par exemple des gens qui ne peuvent pas être endormis. Trop âgés, fragiles, ou des gens un peu au-delà de l'âge du dépistage, mais avec des symptômes, mais pour qui une anesthésie générale peut être compliquée. Donc d'abord, on va chercher des arguments sur nos examens pour voir si effectivement il y a quelque chose ou pas. Voir s'il faut passer à l'anesthésie. Voilà, s'il faut aller jusqu'à... Voilà. C'est un premier tri, je dirais.
Voilà, on va dire un tri. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse quand même en France, les indications de ces examens spécifiques. Oui. Parce qu'il faut savoir que les examens de base d'un radiologue, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est-à-dire qu'une échographie, un scanner basique ou une IRM basique ne dépistera pas des lésions précoces. Oui. On n'est pas du tout, sur nos examens de base, capable de détecter des polypes ou un petit cancer qui débute. C'est pas l'approche adaptée. C'est pas l'approche à avoir. L'approche, c'est la coloscopie. L'approche, c'est le dépistage et la coloscopie. Nous, on peut intervenir, mais de manière, sur des examens faits exprès pour ça, en plus qu'on adapte, où on va remplir le côlon, soit avec du gaz, avec une coloscopie pour avoir virtuelle. Une image nette. Voilà, où là, on reconstruit complètement en 3 dimensions avec un logiciel. On fait le même boulot qu'eux, mais en virtuel. Ouais. Le souci, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est que moi, si je vois un polype, je ne peux pas le prélever. Donc après, il faudra que je passe la main. Et sur des gens plus âgés, on remplit avec de l'eau, ce qu'on appelle un coloscanner, où là, c'est pas le polype qu'on cherche, c'est le cancer lui-même, sur des gens plus âgés, où il faut des arguments avant de les endormir, parce que, Donc nous, on va intervenir, mais sur un tout petit cadre. Moi, ce que je voulais dire, c'est que mes examens basiques, quand ils les trouvent, malheureusement, c'est des lésions beaucoup plus avancées. Avancées déjà. Ouais. Donc il vaut mieux que ce soit eux qui vous le trouvent que moi. Donc c'est vous, les gastro-entérologues, là, qui êtes en première ligne. Est-ce que dans votre expérience à Esio Santé, les gens viennent fréquemment? Vous en parlez dans une visite, etc. Ils viennent pour un ulcère, disons, et puis ils vont... Est-ce que ça dérive vers un questionnement sur le cancer colorectal? Est-ce que c'est présent à l'esprit des patients? Alors, pas forcément. Les gens qui viennent nous consulter régulièrement, c'est parce qu'ils ont des symptômes et parfois, à ce moment-là, ils ont peur d'avoir un cancer. Donc, on évalue s'il y a lieu de le faire ou pas. Et on en profite souvent pour notre motif de consultation, de leur demander est-ce qu'ils sont à jour de leur test de dépistage, est-ce qu'il y a des facteurs de risque dans la famille, etc. C'est l'avantage après d'avoir un suivi avec des médecins qui vous connaissent et de savoir un peu aussi l'arbre généalogique et puis savoir s'il faut faire une stratégie de dépistage particulière ou pas chez les gens. Alors vous êtes plusieurs gastro-entérologues là sur les plateaux de Languedoc, de la clinique, pardon. Vous avez, ils ont tous à peu près cette même expérience. Vous travaillez en réseau, en équipe, en staff. Comment ça se passe? Alors effectivement, on est un groupe de gastro, on bosse tous ensemble. Et tous les gastro-entérologues font de la coloscopie de dépistage standard et ça va enlever des polypes jusqu'à une certaine taille, puisque c'est le but du jeu de la coloscopie, c'est si un test est positif ou il y a des symptômes, aller faire une coloscopie pour essayer de trouver la lésion qui est responsable des symptômes ou du test positif. Donc ça peut être des polypes de différentes tailles, ça peut être un cancer déjà installé. Donc il faut savoir que tout cancer a commencé par un polype. Un polype à chaque fois. Un polype, donc c'est quand une vous voyez excroissance. Des polypes, voilà, c'est une excroissance sur la muqueuse. C'est comme une petite verrue au départ qui va grossir au fil du temps. Comme c'est à l'intérieur, on ne peut pas la surveiller, on ne peut pas le voir. Donc ça prend un certain temps, ça peut prendre des années. Parce que le polype grossisse, se développe, et plus il est gros, plus il se développe, plus statistiquement il y a des risques qu'en surface il y a un cancer qui se développe. Donc dès qu'on voit un polype, on va essayer de l'enlever dans la mesure du possible pour l'envoyer en analyse, savoir un petit peu où il en était. Et la plupart du temps ça s'arrête là, c'est quelque chose de bénin. Jusqu'à présent, avec les moyens actuels, on arrivait à enlever des polypes jusqu'à 2-3 cm sans trop de difficultés. Avec un minimum d'expérience. Et auparavant, dès que les polypes étaient plus gros, même si il n'y avait pas de cancer vraiment installé dessus, on les envoyait régulièrement voir un chirurgien pour enlever donc une partie du côlon qui était concernée par ces polypes qui étaient un peu trop gros pour l'endoscopie. Maintenant, on est quelques-uns, alors on n'est pas encore très nombreux à pratiquer ces techniques, mais avec Gaspard Dufour et moi-même, on a été formés pour faire de ce qu'on appelle la dissection sous muqueuse. C'est vraiment une technique spécifique qui permet aux patients d'enlever des gros polypes, puisqu'il n'y a plus de limite de taille. On peut enlever des polypes de 10 cm s'ils ne sont pas dégénérés, ou s'ils sont dégénérés uniquement en surface. D'accord. Dans l'histoire du cancer, ça se développe en surface, et puis ça peut atteindre les couches en profondeur progressivement. Et puis après, ça peut s'étendre aux ganglions qui sont autour du côlon, et puis après, ça peut s'étendre à d'autres organes, et tout ça, ça fait les stades de gravité. D'où l'intérêt d'intervenir très vite.
D'où l'intérêt d'intervenir le plus tôt possible. Pour ça, il ne faut pas avoir peur d'aller consulter, même poser la question, même pour rien. Ça vaut toujours la peine se poser la question, d'aller voir. Si on fait une coloscopie et qu'on ne trouve rien, tant mieux. Si on trouve des polypes, s'ils sont petits, tant mieux. Et si on a des lésions qui sont un peu plus importantes à ce moment-là, parfois mes collègues qui ont trouvé un gros polype, qui estiment que c'est pas encore au stade chirurgical, mais qu'il vaut mieux essayer de l'enlever en endoscopie, me les adressent. Donc c'est pour ça qu'on travaille tous en équipe. Et à ce moment-là, on peut retirer des polypes en disséquant, c'est-à-dire on soulève la partie la plus superficielle de la paroi colique, et on va très précisément découper tout autour de la lésion et passer en dessous. C'est vraiment du travail de précision, puisque la pointe du bistouri elle fait 0,5 mm. Il faut imaginer que la paroi du côlon, normalement, elle fait 3-4 mm. Donc on va arriver artificiellement à élargir cette couche qui est sous le polype pour progressivement enlever en totalité cette lésion et dans un certain nombre de cas éviter aux patients une chirurgie qui reste avec des risques un petit peu plus importants. Et donc ça se fait sous coloscopie ? Ça se fait pendant une coloscopie dédiée et ensuite on envoie aux anapathes qui sont les médecins qui regardent au microscope les lésions, qui peuvent nous dire est-ce que tout a été enlevé ou pas, où en était le polype, est-ce qu'il est dégénéré ou pas, s'il est dégénéré jusqu'à quelle profondeur, en sachant que passé un certain stade, à ce moment-là, on sait que ce traitement, il ne pourra pas guérir les gens, ou qu'il y aura trop de risques qu'il y ait des envahissements de ganglions ou d'organes à distance, et à ce moment-là, on passe à l'étape supérieure, et à ce moment-là, on travaille avec une autre équipe, et on appelle nos copains chirurgiens. Qui est à ma gauche ici, d'ailleurs, et qui est l'équipe des chirurgiens d'Aesio Santé, et pour qui je voudrais justement... poser une question à qui je voudrais poser la question de quand vous intervenez et comment. Qu'est-ce qu'il y a une gradation justement dans cette opération, l'intervention de chirurgien? Est-ce qu'il y a justement plus les gens se réalisent tôt ce qui se passe, plus vous intervenez tôt, mieux le pronostic est positif? Comment motiver chacun justement pour aller consulter tôt? Alors tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Alors en fait, nous, moins on nous voit, mieux on se porte, on va dire. Oui. L'objectif de Mars Bleu, en fait, c'est justement d'éviter de rencontrer trop souvent les chirurgiens, c'est-à-dire ou Pierre ou moi-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des moyens de dépistage très précoces qui permettent d'éviter parfois des chirurgies. Alors parfois des patients, ça a été explicité, des patients, ils ont rien et d'un coup ils ont des symptômes et malheureusement ils vont obligatoirement passer par une chirurgie. Donc Éric Jacquet, dans ce cas-là, vous allez poser... Comment ça se passe ? Nous on pose l'indication, il y a des indications qui sont standards sur la chirurgie colique ou sur le rectum. Tous les patients sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Pourquoi ? Parce que c'est une chirurgie qui intervient après des traitements qui sont effectués avant une opération. Donc là, c'est très standardisé en termes de prise en charge. Vous avez une approche transversale. Exactement, les radiologues, les gastro-entérologues et les oncologues et les radiothérapeutes aussi. Très bien. Mais en fait, là maintenant, la chirurgie colorectale, elle a toujours existé, ça fait plus de 50 ans, 60 ans qu'elle a existé. On parle maintenant de chirurgie robotique, c'est-à-dire c'est des nouvelles technologies qui existent, mais la chirurgie reste identique. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui permet, et je pense que Pierre en dira 2-3 mots tout à l'heure, c'est d'éviter de garder trop longtemps les patients hospitalisés comme c'était auparavant et d'être le moins mutilant possible. Mais on reste mutilant parce qu'on enlève un segment digestif. Alors cette chirurgie robotique, elle existe depuis de très nombreuses années. Je crois que ça fait près de 20 ans qu'elle existe. Elle a évolué. Les robots que l'on a, je crois que c'est la 4e ou 5e génération, je ne veux pas dire de bêtises. Donc les robots vous permettent, 4e génération. permettent la précision du geste. Alors ça nous permet la précision du geste, ça nous permet aussi d'éviter de traumatiser la paroi. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui est nécessaire. C'est de la célioscopie mais améliorée. Oui. Et Pierre vous en dira 2-3 mots là, juste après moi. C'est-à-dire que on fait la même intervention, mais avec des outils différents. C'est ça. Voilà. Et donc cette chirurgie robotique en France, elle naît de plus en plus. Il y a, je crois, près de 235 robots en France qui sont installés. C'est déjà pas mal. On était, je crois, le 3e pays. Maintenant, je crois qu'on est le 5e pays. Il y en a combien à Beau-Soleil, d'ailleurs ? Il y en a qu'un. Je ne suis pas sûr qu'on pourra en avoir plusieurs. Parce que je suppose que c'est extrêmement coûteux. Mais voilà, on en parlera, je pense, après le côté technique. Je reviendrai, je pense, sur le coût et sur l'impact financier. Je pense que votre directeur en face peut trop mal. Ça peut être un frein. Donc, c'est vrai que c'est un impact financier majeur en termes d'investissement initial, mais dans l'intervention elle-même.
Bien sûr. Donc, c'est vrai que j'en parlerai juste après Pierre, parce qu'il faut comprendre comment Pierre ça fonctionne. Puche, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. D'abord, je suppose que c'est une formation complémentaire pour les chirurgiens. Oui, alors bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. Alors effectivement, c'est une formation pour pouvoir utiliser la chirurgie robotique et pratiquer la chirurgie robotique. On est obligé un petit peu d'appréhender ce nouvel outil parce que nous, on n'est pas né avec la chirurgie robotique. On est né avec la chirurgie célioscopique, qui était déjà un énorme avantage, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Comme l'a très bien dit Eric, le geste chirurgical reste le même. C'est-à-dire que lorsque nous, malheureusement, on doit nous rencontrer, c'est parce qu'il va falloir enlever une partie du côlon ou une partie du rectum et pas juste enlever le polype. Donc on rentre dans un geste beaucoup plus lourd, beaucoup plus invasif. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs techniques. Soit ce qu'on appelle la technique ouverte, c'est-à-dire qu'on va faire une grande incision au niveau de l'abdomen, avec, on peut le comprendre, des suites un petit peu plus difficiles pour le patient. Soit des techniques mini-invasives, et donc là, est arrivée la célioscopie qui est maintenant nettement bien développée, qui consiste uniquement à faire des petits orifices au niveau de l'abdomen et au travers de ces petits trocars venir travailler avec des instruments adaptés pour enlever la partie du côlon ou du rectum malade. La chirurgie robotique apporte un plus très important qui est le degré d'articulation et la liberté d'articulation que l'on a avec nos instruments. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que lorsqu'on opère en célioscopie, on opère un petit peu avec la technique des Playmobil. On travaille sur un axe, on n'est pas très à l'aise. Pour l'ergonomie du chirurgien, c'est très compliqué. On est debout, souvent les coudes sont plus hauts que les épaules, et après 4-5 heures de célioscopie, clairement on finit lessivé. Lorsqu'on utilise par contre la technique de la chirurgie robotique, le bout des instruments est articulé avec un degré d'articulation qui est même plus important que le degré naturel du poignet. Et ça, c'est exceptionnel. Donc ça nous permet en fait d'accéder à des gestes que même techniquement célioscopie était plus difficile à réaliser, et on arrive à faire des gestes finalement avec énormément de sécurité et surtout un confort. Pour le chirurgien, certes c'est anecdotique, mais ça compte aussi. Il faudrait quand même qu'on arrive au moins à 67 ans, ça serait pas mal. Mais outre cette anecdote, c'est quand même aussi, on le sent, un plus pour le patient, parce qu'effectivement, on est beaucoup moins traumatisant sur la paroi par rapport au fait que aux incisions, et au fait que la technique robotique permet d'être moins traumatisant aussi sur la paroi. On manipule aussi beaucoup moins les intestins. Donc on se rend compte qu'on a des suites opératoires qui nous paraissent beaucoup plus simples, bien qu'encore, pour l'instant, les études n'aient pas démontré que la chirurgie robotique apportait réellement un plus dans le cadre du cancer du côlon par rapport à la chirurgie célioscopique. C'est ce que l'on sent, mais les études sont en train d'être menées. En cours, il faut suffisamment de patients. Pour revenir à votre première question, bien sûr qu'il faut une formation pour pouvoir utiliser la chirurgie robotique. On ne se lance pas comme ça. On est très accompagné, notamment par le laboratoire qui développe le robot. Il faut s'imaginer que lorsqu'on fait de la célioscopie, c'est un peu comme lorsqu'on joue du piano. On joue avec ses deux mains, c'est déjà pas simple. La chirurgie robotique, on joue de l'orgue. On joue avec ses deux mains, avec ses deux pieds, avec deux claviers, avec plusieurs pédales. Et là, bien sûr, il ne faut pas s'en mêler, il faut faire attention, parce que le robot, lui, il n'a aucune intelligence particulière. Si on pousse l'instrument au maximum, il va traverser le patient. Donc c'est une nouvelle maîtrise. C'est une nouvelle maîtrise, et voilà, il faut absolument maîtriser l'outil. L'intérêt, c'est qu'avec une très petite ouverture, incision, je dirais, vous arrivez à finalement manipuler et agir avec beaucoup de précision à l'intérieur de l'abdomen sans bouger les viscères. Tout à fait, et surtout, on a une vision en 3 dimensions, puisque la caméra qui est utilisée a 2 canaux optiques, un pour l'œil droit, un pour l'œil gauche, et la réunion des deux permet d'avoir une vision en 3 dimensions. On a clairement l'impression d'être immergé dans la paroi abdominale, et du coup on a une visibilité qui est bien meilleure qu'en célioscopie. Tout ça apporte bien sûr du coup énormément de sécurité sur le geste chirurgical et pour le patient. Bien sûr. Alors est-ce que justement l'intervention chirurgicale, là, elle est d'autant plus complexe que les gens ont traîné entre le diagnostic et le fait d'arriver sur la table d'opération? Alors, bien sûr, c'est tout l'intérêt de Mars Bleu et du dépistage précoce. Je crois que nos collègues gastro-entérologues l'ont bien dit. L'idéal est de diagnostiquer un polype non cancéreux, de l'enlever et de régler le problème. Si le polype s'est transformé en cancer, qu'il est superficiel et qu'ils aient pu régler le problème en coloscopie, c'est lourd, certes, mais c'est beaucoup moins invasif. Oui. Plus on diagnostique le cancer tard, plus celui-ci s'est développé soit en
venant attraper et se coller aux organes de voisinage. Et donc, c'est une chirurgie qui sera une chirurgie un petit peu plus agressive, où il faudra enlever le côlon et les organes qui sont situés autour. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Voire aller enlever les cellules filles, puisque la tumeur du côlon, c'est la maladie mère, et les cellules filles sur le foie, par exemple, ça peut entraîner des métastases au niveau du foie. Et donc, il faudra envisager aussi une chirurgie sur le foie. Donc, on rentre dans des procédures beaucoup plus lourdes. Donc, c'est vraiment quand même un énorme avantage. Clairement. Un énorme avantage quant à l'efficacité de la chirurgie et le pronostic pour les patients, quoi. Clairement. Alors, dites-nous tout, combien coûte un robot? Je vais laisser la parole à je veux monsieur savoir, là. Je pense qu'on va peut-être pas le dire, parce que sans ça, comme on vient de changer de robot en plus d'une nouvelle génération, donc je pense. Mais quel ordre? De quel je crois ordre? que c'est plus d'1 million d'euros, je pense, quelque chose comme ça. Plus d'1 million d'euros. Oui. C'est quand même énorme. C'est quand même beaucoup d'investissement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système de santé français, alors, comme disait Pierre, il n'y a aucune étude actuellement qui prouve l'efficacité du robot par rapport à la cœlioscopie. Le gold standard reste la cœlioscopie. Il n'en est que c'est un confort supplémentaire, il y a moins de douleur, mais il n'y a aucune preuve actuellement. Voilà. Oui, On a une alors tendance. pour les patients qui n'ont pas l'habitude des essais cliniques, quand même pour nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude C'est-à-dire qu'avant de... des essais cliniques, on va préciser qu'il faut un certain nombre de patients statistiquement pour qu'il y ait une validation et qu'on dise que c'est mieux. C'est sur de la qualité de vie. Voilà. Et toutes les études sur la qualité de vie sont des études qui sont très longues. Très dur à faire. Il faut beaucoup de patients. Parce que c'est un ressenti et ça va prendre un petit peu de temps. Ouais. Mais la tendance montre quand même que c'est en train de se généraliser et qu'il y a un confort pour le patient et pour le chirurgien et une technicité qui est bien plus importante. Mais c'est vrai que ce coût que l'on fait initialement, pas nous, l'établissement le fait. En France, on a un système de santé qui est très particulier, c'est-à-dire qu'on pense qu'on ne paye pas la santé, mais on la paye par nos impôts, bien entendu. Mais on va chez le médecin, on va dans un établissement, on ne paye pas. Voilà, vous m'avez devancé. Tout ce processus-là est remboursé. Alors, non, justement. Et alors, comment il n'est pas remboursé, il est gratuit. Alors, il est peut-être pas gratuit non plus. En fait, ça dépend comment ça se présente, comment les établissements l'achètent, qui l'utilise et quel type d'établissement. Notre établissement, que je connais assez bien, voilà, qui est un établissement privé participant au service public, en fait, le robot est acheté parce que c'est pas que le robot que l'on achète. C'est-à-dire que le matériel utilisé pour chacune des opérations coûte de l'argent. Bien sûr. Et plus c'est technologiquement avancé, plus ça coûte cher. Donc c'est vraiment un investissement fort pour un établissement. Pour un établissement. Pour un établissement de santé, c'est un investissement très Et pour puissant. un mieux quand même ensuite dans la qualité de vie post-opératoire. Tout à fait. Voilà. Et surtout, comme je vous disais, normalement, la santé en France, on n'est pas habitué à payer. Donc, on donne sa carte vitale et normalement, c'est terminé. Vous allez, notamment dans les établissements privés, il y aura une demande de participation probable pour l'utilisation du robot par le patient. Mais on était allé une fois à un séminaire sur le robot, il y a même des chirurgiens qui donnent de leur poche pour utiliser le robot parce que ça coûte cher et les établissements disent si tu utilises le robot, je vais te demander tant d'argent en plus. Donc, alors que chez nous, non. Nous, on peut l'utiliser comme on veut, c'est l'avantage. Mais c'est à la charge de notre établissement. Il est à la clinique Beau-Soleil ? Il est à la clinique Beau-Soleil et c'est à la charge de la clinique Beau-Soleil. C'est-à-dire que tout le surcoût qui est de l'ordre de 1 500-2 000 euros par intervention, en plus, est assumé par l'établissement et il ne récupère pas. Donc une vraie démarche de qualité de santé, de soins. Voilà. Il y a zéro reste à charge pour le patient. Oui. On ne demande pas d'argent pour le patient. Voilà. Mais il y a ce surcoût. Alors, pourquoi il y a ce surcoût? Mais en fait, parce que le robot, c'est une nouvelle technologie, ça arrive. Le jour où la sécurité sociale intégrera ce surcoût dans le remboursement, il n'y aura plus de problème. Mais ça va se faire obligatoirement. Il y a d'autres laboratoires autres que celui qui développe le plus le robot sont en train de développer leur robot aussi. Donc ça va arriver sur le marché. Donc obligatoirement, ça va se... On n'arrête pas le progrès de toute façon. On ne peut pas l'arrêter le progrès. C'est impossible. C'est déjà... Surtout avec ce que l'on fait actuellement. Donc c'est important. Mais je reviens sur le fait que c'est quand même... Le plus important, c'est de moins nous voir quand même. Bien sûr, de consulter. C'est important. La cœlioscopie est également remboursée par la Sécurité sociale. Je me tourne vers les gastro-entérologues. Moi, je peux pouvoir parler pour la coloscopie. Pardon, excusez-moi, la coloscopie est également remboursée. La coloscopie, oui.
Bien sûr, il n'y a pas de... Elle est entièrement remboursée. Entièrement bien sûr. remboursée. Tout dépend encore une fois des établissements, mais sur un établissement comme ça, à service public, privé à service public, il n'y a pas de reste à charge Donc pour le c'est patient. quand même un petit rappel sur la qualité de notre système de santé. C'est important. Alors j'aimerais qu'on prenne le témoignage justement de quelqu'un qui a fait ce circuit-là comme patient et qui a voulu militer ensuite pour le dépistage. Je veux parler de Cyril Sarost. Bonsoir. Alors, dites-nous un peu votre démarche. Bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir invité et de me permettre de porter la voix des patients et des patientes, mais aussi des aidants qui sont touchés par cette maladie cancéreuse colorectale. Cancer colorectal, et je suis donc co-responsable de mon réseau cancer colorectal, la seule association française sur cette pathologie-là. Donc en fait la démarche était simple, donc on a entendu tout ce qui a été dit. Moi personnellement j'ai pas participé au dépistage puisque j'étais symptomatique, j'avais du sang dans les selles. Donc vous saviez tout de suite qu'il fallait consulter. Ce qui a été dit précédemment, je n'avais pas à attendre, c'était juste au moment de mes 50 ans, je n'avais pas à attendre de faire ce dépistage organisé et je suis allé directement à la coloscopie. Ça s'est passé très très bien comme il a été dit. À la coloscopie on m'a enlevé tous les polypes qui traînaient, hop, on remet le tuyau à zéro, on va dire, et il y avait un polype qui était un peu plus gros et pas possible à enlever. Et donc il y a eu une biopsie, un prélèvement de ce polype qui a été envoyé chez l'anapathe pour analyse. Et l'analyse a montré que c'était effectivement un cancer déjà de stade 3. Donc je venais tout juste d'avoir 50 ans, stade 3, donc c'est pour ça, c'est un sacré choc. C'est un sacré choc, c'est un tsunami. Quand on apprend ça et qu'on s'y attend pas du tout, parce que la symptomatique, mis à part ce sang dans les selles. Donc voilà, j'aurais dû commencer le dépistage cette année-là. Donc j'insiste, n'attendez pas pour faire vos dépistages. Au plus tôt c'est fait, au mieux c'est. On l'a dit tout à l'heure, 9 cas sur 10, ça se traite très bien s'il est pris à temps. Donc moi, stade 3 sur 4 stades, c'était plutôt sur la fin. Et du coup, après, j'ai bénéficié donc, de tous les traitements classiques, radio, chimio, celluleux robotisés, pas chez eux, mais peu importe, ça reste le même principe. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. J'ai même eu ce qu'on appelle une stomie, c'est-à-dire un abouchement de l'intestin au ventre où on colle après une poche en plastique sur l'abdomen pour récupérer les selles pendant que la cicatrisation des bouts coupés se fasse bien et permette de se faire sans passage de sel. Donc, ça vous change la vie quand même. Ça vous change la vie. C'est ce qu'on appelle un anus artificiel et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas derrière, il est devant et c'est un bout d'intestin qui sort et qui est dans une poche. Psychologiquement, si on n'y est pas préparé, c'est assez important. D'où l'intérêt de se faire dépister. D'où l'intérêt d'éviter tout ça, après chimio et remise en continuité, peu importe. Et du coup, c'est ça vraiment l'important. C'est comme il n'y avait aucune association française sur cette pathologie-là, on s'est dit qu'il était important de créer ça pour donner du soutien, de l'information, parce qu'on a un comité scientifique qui valide toutes les informations qu'on met sur notre site web, donc accessible ou sur le web ou par tablette ou téléphone, de façon totalement gratuite. L'adhésion est à discrétion pour les patients et les aidants d'ailleurs. Et c'était vraiment ça, c'est démystifier la chose parce que voilà, le cancer, ça fait peur. Le mot cancer fait peur. On sait, cancer, j'y vais pas, ça fait peur et tout. Mais il ne faut pas oublier que depuis le plan cancer, je crois que le premier plan cancer a été lancé par Jacques Chirac à l'époque, depuis, le cancer n'est plus forcément synonyme de mort, et c'est ça qu'il faut comprendre. Le cancer est devenu une maladie chronique. C'est-à-dire comme le diabète qui est une maladie chronique, on a un cancer, on vit avec un cancer, on guérit un cancer, et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment cette discussion et de montrer des patients comme moi, je suis patient. Alors pour ceux qui ne vous voient pas, vous avez l'air très en forme. J'ai été opéré en avril 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment démystifier la chose. Alors démystifier le mot cancer, démystifier tous les tabous qu'il y a par rapport à ce cancer colorectal, donc en fait tout ce qui touche en dessous de la ceinture, on va dire, que ce soit pour tous les cancers, que ce soit gynéco, prostate, colorecto, etc. Et c'est vraiment ça vous allez dire l'ADN, j'aime pas ce mot-là, mais l'ADN de notre association, c'est de rassurer finalement les patients qui sont là-dedans et qui ont besoin d'informations, et les citoyens qui voudraient en savoir un peu plus, puisque du coup, on participe aux campagnes de dépistage. Donc votre association, Mon Réseau Cancer Colorectal, fait à la fois de l'information sur son site,
si j'ai bien compris. Et aussi, est-ce que vous organisez des événements, des rencontres, pour porter la bonne parole vers des publics qui n'iraient pas que voir le site ? Alors, la mauvaise idée qu'on a eue, c'était de créer notre association en juillet 2020, donc en pleine période Covid. Donc, c'était très, très compliqué pour distribuer des flyers, tout ça. Donc, officiellement, on a lancé l'association en mars 2021 et on est une association, pour l'instant, virtuelle, représentée donc sur tout le territoire français, mais par contre, localement, donc ici à Montpellier, à Paris, dans d'autres villes, on fait des rencontres entre patients réels, mais on fait aussi des rencontres en visio pour les gens qui peuvent. Et on a, pendant la période Mars Bleu, essentiellement, beaucoup d'actions, dont il y a des interviews à Radio Aviva qui sont de très, très bonne qualité. On a des interventions dans les centres de soins, des interventions dans les lieux publics, dans les mairies, on a des web TV et on essaye aussi d'être présent dans des congrès scientifiques parce que notre intérêt pour certains patients intéressés d'aller plus loin et de diffuser l'information, et du coup des patients partenaires, on va dire, de notre association, c'est de participer à ces congrès scientifiques pour avoir vraiment toute l'essence des nouveautés et de pouvoir les diffuser auprès de nos membres. Donner un espoir, une perspective, quoi. En fait, les aidants vous consultent souvent ? Alors il y a beaucoup d'aidants parce qu'en fait la problématique de l'aidant, c'est que déjà, le patient n'a pas forcément beaucoup d'informations sur sa pathologie, mais l'aidant en aura encore moins sur savoir comment aider son proche, qui est le patient, son proche, que faire avec. Et après, il y a toute la problématique qui est encore peut-être plus importante, et là, ça serait une problématique psychologique, c'est qu'une fois que la personne est en rémission, l'aidant, il se sent un petit peu inutile et oublié, alors qu'il a été là pendant plusieurs mois, plusieurs années, à aider la personne, et là, tout d'un coup... son rôle disparaît et il n'ose pas parler de son mal-être finalement à la personne qu'il a aidé toutes ces années en disant mais attends, je ne vais pas lui en rajouter une couche, voilà, je ne vais pas lui remettre un tsunami dessus. Et du coup il y a vraiment une approche et une aide à apporter à ces gens-là, et surtout l'information est difficile à avoir. J'ai parlé typiquement tout à l'heure de stomie. Est-ce qu'un aidant voit un ou une stomathérapeute pour lui expliquer comment aider sur les soins de stomie, par exemple? C'est très important. Et pour aider aussi sur éviter l'échappement à la thérapeutique qu'il peut y avoir, sans être trop intrusif et dirigeant vers le patient. Donc dans l'association, vous avez des médecins, vous avez des psychologues, comment ça se passe? Non, c'est vraiment une discussion d'aidant à aidant, de patient à patient, mais par contre si on donne une information documentée, un film et tout, c'est vraiment validé par un comité scientifique qui représente des kinésithérapeutes, des sociologues, des chirurgiens, des gastros et des psychos. C'est bien. Donc tout est validé. Est-ce que vous constatez qu'après Mars Bleu ou pendant Mars Bleu, il y a un peu plus de demandes, de renseignements, etc. Vous voyez un impact ? Alors, autant l'an dernier, on n'a pas vu beaucoup donc on a été créé en mars 2021 officiellement, comme je vous l'ai dit, et là, aujourd'hui, on est à peu près à 900 membres, ce qui est pas mal quand même en peu d'années. Et en fait, on a vu 2-3 pics cette année d'adhésion à notre association. C'est essentiellement dès qu'on intervenait sur les médias, télévisuel ou radiophonique, ça c'est énorme. Et dès qu'on faisait des interventions, il y en a une à Montpellier il n'y a pas très longtemps qui a permis une grosse adhésion. C'était un coup d'envoi de match de handball à Montpellier qui a permis, grâce d'ailleurs à Ezio et à toute l'équipe qui est ici, qui a permis de monter vraiment en puissance notre nombre d'adhésions. Et je pense que c'est ça. On est toujours sur la même problématique, vous en avez parlé, tout le monde en a parlé, d'un manque de communication. Alors manque de communication ou parce que la campagne de communication n'est pas bien faite, ou manque de communication parce qu'on est sur un sujet tabou. On parle, le docteur l'a dit tout à l'heure, on parle de fesses, on parle de selles, et on parle de choses qui se passent en dessous de la ceinture. C'est pas forcément les choses dont on va parler à un apéro entre amis, au repas de Noël avec la famille, pour savoir qui en a. Bien sûr. Et comme le dépistage ne se fait que quand on est asymptomatique, c'est la problématique de savoir si dans la famille il y a déjà des cas ou pas. C'est important de connaître les contextes familiaux, en fait. Complètement. Et de toutes les façons, le principe du dépistage, c'est de toucher des gens qui ne vont jamais aller pousser une porte pour voir qu'est-ce qui se passe, une conférence, etc. Il faut aller les toucher, les solliciter là où ils sont, les amener à venir justement se renseigner. C'est exactement le but de ce dépistage, c'est que de toute manière,
le message est prends soin de ta santé, sois acteur de ta santé. Et le dépistage est quand même quelque chose d'important par rapport au diagnostic. Un dépistage, c'est juste, on l'a vu avec la crise Covid, c'est pas parce qu'on se faisait dépister pour le Covid qu'on avait le Covid. C'est exactement pareil là. Il faut se faire dépister avant pour éviter toutes les problématiques de traitement, de chirurgie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peuvent... Alors, j'ai oublié de le dire, chaque cas, chaque pathologie, chaque patient est différent, qui peuvent créer donc des cas très délétères pour une qualité de vie qui peut être vraiment très diminuée en fonction des gens et de la pathologie. Et donc, c'est ça qui est très important. Il faut y aller vraiment avant, en parler. Et c'est pas parce qu'on a un test FIT positif, qui va donc nous amener à la coloscopie, qu'on a un cancer. Loin de là. Loin de là. C'est important de savoir ça, effectivement, et que la coloscopie n'amène pas forcément le diagnostic de cancer. Par contre, si on a un risque de cancer, c'est important de le savoir vite. Oui, exactement. Et pour revenir sur quelques chiffres, donc, si le test est positif, moins d'un patient sur 10 aura un diagnostic de cancer. Oui. Par contre, plus de la moitié des patients aura un diagnostic de lésion précancéreuse qui sera possible de réséquer et donc d'anticiper, de supprimer le risque de cancer. D'amener à ce moment-là à éviter le développement comme un cancer. Exactement. C'est ça. Donc c'est enlevé avant que ça ne dégénère en cancer. Exactement. Et c'est très important de savoir que dans ce cas-là, détecter tôt, je le rappelle, on peut être guéri dans 9 cas sur 10, et ça n'est pas à oublier, parce que c'est un argument majeur pour ne pas mettre la poussière sous le tapis et se dire je ne veux pas savoir. Bien sûr. Alors, votre message en équipe, comme ça, commun, pour les gens qui nous écoutent, qui découvrent un petit peu d'abord ces pronostics, le prix de l'évitement, quand on ne veut pas savoir. On a vu aussi qu'il y a énormément de techniques de pointe qui se développent avec un après-opération qui est aménagé, mieux aménagé. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs et aux gens qui nous suivent là sur Facebook ? Ce que moi je voudrais dire, mais c'est ce qu'on a déjà dit depuis le début de la conférence, c'est que Pusch. Oui, c'est que évidemment le dépistage est fondamental. Encore une fois, c'est pas parce que le test est positif qu'on a un cancer à la clé. Ça c'est clair, il faut le retenir parce que c'est l'angoisse, c'est la frousse d'aller faire un test. C'est très important. Oui. Mais surtout, plus tôt le cancer est diagnostiqué, plus facilement il est traité. On guérit dans plus de 9 cas sur 10 dans ces cas-là. Il faut absolument tout faire pour éviter d'arriver à la chirurgie. Parce que même si on a fait beaucoup de progrès en chirurgie sur ces 40 dernières années, même si la chirurgie robotique nous a permis d'avoir des suites c'est un chirurgien qui parle. Bien sûr, mais bien sûr. On peut avoir des suites opératoires très difficiles, très compliquées. On peut avoir une qualité de vie qui est très altérée. Et quand on voit ce qu'on peut éviter parce qu'on a eu un diagnostic précoce, je crois qu'il n'y a pas de discussion possible. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, surtout pas hésiter. Éric Jacquet, vous confirmez les propos de votre confrère ? Oh, je ne vais pas le contredire, je ne pense pas. Non, ce qu'il est important de rappeler, c'est que c'est une maladie très fréquente surtout. Et qu'on en est en train de monter des petites briques, comme cela a été fait pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate, où c'est devenu très commun et maintenant on en parle très fréquemment. C'est affiché partout. Mars Bleu, ça reste quand même quelque chose de très récent et comme le disait Cyril, c'est quelque chose de tabou. Donc il faut que ça devienne quelque chose de commun, que ça rentre dans la tête des gens et que au bout d'un moment, on se dise, c'est Mars, ah ben oui, je me suis pas fait dépister cette année. Voilà, donc c'est des petites briques que l'on construit, que l'on monte, et ces petites briques, elles sont progressivement, ça avance, Au fur et à mesure, ça sera connu comme tout et ça sera quelque chose de normal. On gagne du terrain, Julie Collot. L'essentiel, c'est que les patients aient conscience qu'on gagne du terrain et qu'il faut y aller. Ah mais bien sûr, moi je suis tout à fait, on a tous le même discours, il faut absolument se faire dépister. Moi qui les suis plus tard, justement les 9 cas sur 10, parce qu'après vous êtes surveillés par des gens comme moi, qui vous font des scanners pour le suivi. Et bien évidemment sur des gens dépistés tôt avec le pronostic est très favorable et je ne trouve jamais rien et au bout de 5 ans je les vois plus, ils sont considérés comme guéris. C'est sûr que sur des lésions plus avancées, le traitement va être plus long, plus
plus compliqué, et voilà, où parfois des choses apparaissent dans le suivi, alors que honnêtement, de mon expérience, ça fait maintenant un petit moment que je travaille de concert avec mes collègues gastro-entérologues et chirurgiens. Les gens pris tôt, je les surveille, je trouve jamais rien. Et donc, le message, c'est vraiment... dépistez-vous le plus tôt possible. Voilà, dépistez-vous pour trouver les choses le plus tôt possible, voire même avant même. Le but, c'est ça, c'est même avant même qu'il y ait quelque chose. Exactement. Gaspard Dufour. Je pense aussi que ce qu'il faut savoir, c'est pour les auditeurs, ceux qui ont déjà bénéficié d'une coloscopie, ils ont un rôle à jouer, même si on ne leur a pas détecté de cancer. Mais ce qui fait peur, comme on l'a tous dit, c'est la coloscopie, l'acte de coloscopie. Il faut que les gens qui ont eu une coloscopie rassurent leurs proches pour dire que c'est un acte pas si difficile, comme l'a dit le docteur Combe. La préparation est un peu contraignante, mais l'acte en lui-même n'est pas douloureux, est indolore, on dort, on ne se rend compte de rien. Et après, on est tranquille, on part l'esprit tranquille. Donc, il faut vraiment que les personnes qui ont bénéficié d'une coloscopie rassurent leurs proches. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est si on leur trouve des polypes, comme vous dites, c'est pas facile d'en parler au repas, mais moi, je leur dis, vous pouvez donner à vos enfants un petit bon pour Noël, bon pour une coloscopie. Ça fait un petit mot pour rigoler. Et comme ça, ils ont en tête, le message est passé. C'est pas forcément un message facile à faire passer, mais le message est passé. Ils ont les cartes entre leurs mains. Oui, dites-nous un peu... Oui, si un message à passer aux auditeurs, à l'assistance, c'est parlez-en autour de vous. Il faut être ambassadeur quand on l'a fait, justement, devenir un ambassadeur. Quand on l'a fait ou quand on l'a pas fait, j'espère que tous ceux qui l'ont pas fait vont se précipiter pour le faire dès qu'on aura fini, dès demain. Voilà, il faut en parler, ça n'a rien de dramatique. Il n'y a pas de raison que ce soit tabou plus que... d'aller montrer un sein, une mammographie ou d'aller faire un dépistage de cancer de la prostate. Je pense que c'est bien rentré dans les têtes. Et faire l'autruche, ça ne repousse rien, à part la connaissance du diagnostic et la gravité du diagnostic. Donc le dépistage, Romain Combe, c'est en mars, mais toute l'année. C'est toute l'année, on est ouvert 12 mois par an. On émet un spot, on met un zoom en mars sur cette question-là. C'est un petit rappel, mais vous pouvez en parler toute l'année à vos collègues, savoir s'ils ont bien fait leur test de dépistage. Préoccupez-vous de vos proches pour prendre soin d'eux aussi, demandez-leur s'ils sont bien dépistés, s'ils ont besoin, ne pas hésiter à consulter. Gaspard Dufour, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, juste rajouter qu'on connaît l'inquiétude des patients à partir du moment où un test est positif, et il faut savoir que nous, une fois qu'on est contacté, on fait l'effort de revoir rapidement le patient en consultation pour que le dépistage soit rapide. C'est-à-dire que le process là est rapide. Le process est accéléré. Exactement. Cyril Sarost, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ça a été dit pour finir et pour bien marquer les esprits. Donc rappeler que ce cancer colorectal, c'est le 2e cancer le plus fréquent chez la femme, c'est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme, qui fait quand même un décès toutes les 30 minutes. Et donc, Mars Bleu, c'est le mois de sensibilisation au dépistage, ça c'est la bonne nouvelle, et que donc le dépistage, c'est toute l'année, et que en fait, en faisant ce dépistage, vous pouvez sauver une vie, la vôtre. C'est extrêmement important et la vie à laquelle on tient en général pas mal. Donc, entre 50 et 74 ans, tout le monde est concerné par ce dépistage, par sous contrôle. Le dépistage est totalement remboursé. Il est important de le faire quand il y a une détection de polypes ou autre. Les actions sont rapides pour aller au bout du diagnostic, voire d'une coloscopie pour que justement il puisse y avoir ablation des polypes et qu'ils ne dégénèrent pas en cancer, en cellules cancéreuses ultérieurement. L'appui de la radiologie est bien sûr là quand nécessaire avec une adaptation. Le docteur Collot nous l'a dit. Et puis pour finir, quand il y a un diagnostic, il est besoin d'intervenir. Il faut intervenir rapidement avec l'apport de la robotique en termes de mieux-être après l'opération et finesse de l'opération. Je rappelle que mon réseau cancer colorectal avec Cyril Sarost ici donne des renseignements validés sur les pathologies, sur le dépistage aux patients et aux aidants, et qu'il est extrêmement important de ne pas éviter de savoir, parce que c'est ce qui permet de gérer notre capital santé. Je vous remercie à toute l'équipe, je remercie toute l'équipe d'Aesio Santé d'avoir éclairé ainsi le public et les auditeurs sur cette question de dépistage et de cancer
cancer colorectal. Le plateau sera diffusé sur notre antenne le 29 mars à 10h et le dimanche 2 avril à 10h. Et en vidéo, il se passera le mercredi 29 mars à 18h avec un cross-postage possible pour tout le monde. Je vous remercie infiniment pour votre attention et merci à tous les médecins qui m'entourent et à monsieur Cyril Sarost pour l'éclairage extrêmement, l'effort d'explicitation pour tout public que vous avez fait. Merci. Merci.